Soyez les bienvenus à Psy Télévision dans votre émission Justice et Promotion. Comme vous le savez, nous traitons des matières de droit. Il y en a beaucoup. Et par les trichements de cet aspect, les Salomon, Justice et Promotion, qui est patronné par Maître José Yomboti Pangila, on fait ça pour accomplir l'action même de la justice quand on dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc tout le monde devrait comprendre autour de lui quels droits il a et quelles obligations, quels devoirs. C'est comme ça que nous sommes aidés par Maître José Yomboti Pangila, comme vous le savez, notre invité permanent dans cette émission. Maître José, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Clément. Merci. Alors, d'abord, vous, je pense que dans cette année 2024, vous avez des nouveaux projets. Mais les projets ne manquent pas. Tout être vivant devrait avoir un projet, ou même plusieurs projets. Ouais. Ne fût-ce que faire des projections de ce qu'on peut faire pour améliorer notre émission, par exemple. Très bien. Oui. Surtout avec l'ensemble, là. Donc, l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion. Bien sûr. C'est cet aspect qui nous aide à vulgariser les droits. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes toujours disposés à vulgariser et à améliorer la vulgarisation des droits. Voilà. Nous parlons aujourd'hui de quelque chose de très important parce qu'on veut comprendre les domaines de la protection des filles mineures par la loi. C'est vrai, les lois, il y en a plusieurs, mais c'est un style qu'on utilise. On veut comprendre comment est-ce que la fille mineure doit être protégée par la loi. C'est un sujet très sensible, surtout qu'il s'est défrayé, Maître José. Vous savez, une chronique ces jours-ci, donc dans une affaire devenue de notoriété publique parce que la justice s'y est mêlée. C'est une affaire entre une mineure et un pasteur, à l'occurrence c'est le pasteur Casse. Vous savez, jusqu'à ce que les parquets et les services de sécurité semblent enclins à protéger cette fille, vu qu'il y a eu une sorte de mariage forcé et aussi un mariage polygamique. Mais pourquoi est-ce que ces forces de défense et sécurité, pourquoi est-ce que la justice veut plus protéger la fille quand les parents avaient clairement dit qu'il a fait cadeau au pasteur Casse? Bon, mais écoutez, d'abord c'est devenu de notoriété. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de bavardage. Ouais. Ce n'est pas la première fois qu'on interpelle un être humain, qu'on interpelle un citoyen. N'est-ce pas? Ce n'est pas la première fois. Quand vous allez au parquet, il y a toutes sortes d'interpellations, il y a toutes sortes d'arrestations, il y a des détentions préventives, il y a des condamnations. Mais ce cas particulier auquel vous venez de faire allusion a fait couler beaucoup d'encre, tout simplement parce que les auteurs, si pas les personnes concernées, se sont montrés très bavards dans les réseaux sociaux, ce qui donnait à ce fait un caractère plus ou moins scandaleux et particulier. Vous savez, le parquet n'aime pas les scandales. Le parquet n'aime pas les scandales. Il s'est avéré que deux personnes, une personne, deux personnes ont failli faire l'éloge ou l'apologie du crime. Et devant de pareilles réalités, le parquet ne peut pas rester indifférent. Oui, c'est vrai. Mais je ne vous coupe pas. On voit des enfants mineurs, filles comme garçons, dans des rues, sans que personne s'en préoccupe. Oui. Alors où est le problème avec ces mariages? Oui, votre question peut paraître fondée. Je dis bien peut paraître fondée, mais elle ne l'est pas. Pourquoi? Et vous ne nous amenez pas quand même à la Cour constitutionnelle, là où vous êtes en train de plaider ces jours-ci. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Fondé, mais regardez,
interpellait un individu pour des faits infractionnels qu'il a commis ou qu'il aurait commis, parce qu'il y a toujours la présomption d'innocence, n'est pas à comparer avec une situation récurrente des enfants de la rue. Pourquoi? Apporter des solutions aux enfants de la rue implique beaucoup de moyens. Vous savez que la rééducation des enfants de la rue suppose des infrastructures pour les héberger, ça suppose une restauration, ça suppose des équipements pour leur rééducation, ça suppose des écoles, n'est-ce pas? Oui, ça repose, ça constitue un devoir conjugué des parents et de l'État. C'est vrai, lorsque les enfants se retrouvent déjà dans la rue, on comprend que les parents sont dépassés. Et c'est en ce moment-là que l'État doit intervenir. Mais pour intervenir dans ce domaine, ça demande de moyens. Ça demande de moyens plus colossaux. Mais alors, et c'est pour autant dire que comme nous avons des enfants de la rue, les enfants qui sont à la maison ne devraient pas être protégés. Il est même plus facile de protéger les enfants qui sont à la maison que de protéger les enfants de la rue. Comment ça? Mais bien sûr, parce qu'un enfant qui est dans la famille et que quelqu'un se permet de troubler l'ordre public dans une famille, il y a plus de facilité à recadrer les choses, à prévenir les choses, n'est-ce pas? Plutôt que d'aborder la question sous l'angle des enfants de la rue qui n'ont pas été, dont on ne se préoccupe pas, dans une certaine mesure, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on doit laisser les enfants qui sont déjà protégés à la merci des personnes qui, en fait, se permettent de faire n'importe quoi. Encore que ça, c'est une question qui se trouve devant le parquet. Il n'y a pas lieu de faire beaucoup de commentaires là-dessus. Il n'y a pas lieu d'affirmer des choses. D'autant plus que je vous ai entendu parler de mariage forcé, je vous ai entendu parler de viol. Donc, à ce niveau, j'aimerais qu'on impersonnalise le débat, qu'on parle de la protection des femmes, la protection des filles, la protection des enfants. Je pense qu'on serait dans la norme. Oui, je suis d'accord et vous êtes clair, vous faites voir parce que c'était un sujet qui était devenu de notoriété et comme la justice ou encore les parquets est très sensible dans tout ce qui est scandaleux, alors les parquets s'est saisi du dossier afin de commencer à instruire de manière à ce que l'opinion publique puisse s'apaiser. Ça, vous avez raison. Mais tout de même, l'État et les ONG féminines ne sortent leurs biceps que quand il s'agit des relations intimes. Les lois ne prévoient-elles pas d'autres types de protection pour des enfants mineurs, garçons comme filles? Non, mais justement, le problème, c'est le caractère scandaleux qu'on a donné à la chose, la propagande, le bavardage frivole de certaines personnes autour de la question. Les réseaux sociaux plutôt, s'en sont intéressés et ça fait boule de neige. Mais il y a beaucoup de types de protection des enfants, bien sûr, des enfants, des filles, des femmes, prévu par la loi. Ah bon? Mais probablement, c'est le secteur que vous venez de citer tout à l'heure, c'est probablement un secteur fort prisé sur lequel les Congolais aiment beaucoup parler, les relations intimes. C'est probablement ça qui intéresse plus les gens. Mais il y a beaucoup de types de protection. Les types de protection dont vous parlez là, qui sont prévus ici. Vous pouvez nous aider à énumérer? Je peux bien. Si c'est possible. Je peux bien. Regardez. Allez-y. Quand nous allons dans le domaine du travail, par exemple, je vais vous citer un certain type de protection. Protection des femmes, protection des filles, protection des garçons, protection des mineurs. En matière de travail,
toutes les pires formes de travail des enfants sont abolies. Ah bon? Pire forme, là, c'est vague, hein? J'ajoute, l'expression « les pires formes de travail des enfants » comprend notamment, ça c'est les enfants, hein, filles, garçons, n'est-ce pas? C'est un type de protection dont on ne parle presque pas parce que ça n'intéresse pas les Congolais. Toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente, la traite des enfants. Vous savez qu'il y a des gens qui se permettent de vendre les enfants, kidnapper les enfants, les vendre. La servitude pour dette. Non, j'envoie mon enfant travailler là-bas parce que j'avais pris une dette et le travail de cet enfant va compenser le paiement de la dette. C'est interdit, c'est une protection. La servitude pour dette et le servage ainsi que le travail forcé. C'est interdit. Ainsi que le travail forcé. Bien sûr, le travail forcé est interdit. Qu'est-ce que vous appelez d'abord servage dans ce sens-là, au sens de la loi? Le servage, c'est une forme d'esclavage. À la différence que l'esclave est traité comme une chose par le maître. Ouais, donc, la personne humaine est chosifiée. Elle est chosifiée. N'est-ce pas? L'esclavage, le maître peut le vendre. N'est-ce pas? Mais le servage, le maître et le servage, le serf, dans la pratique de servage, hein, il n'y a pas d'esclave, mais il y a des serfs. Serf avec F à la fin. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Le serf, c'est un type d'esclave, mais en quelque sorte affranchi. Ah bon, qui peut aussi prendre des initiatives, il peut se marier. Et le maître lui promet la protection, n'est-ce pas? Donc, un esclave privilégié. Oui, il est en quelque sorte un esclave qui a aussi quelques droits, à qui on reconnaît des droits. Mais le maître est maître. Il le protège et il est là pour lui, il est dépendant du maître. N'est-ce pas? Parce que vous savez que la dépendance a des degrés. La dépendance, c'est-à-dire que dans la dépendance, on supprime un certain nombre de libertés fondamentales. N'est-ce pas? C'est clair, cette dépendance. Oui, on n'est pas indépendant. Oui, cette situation-là, c'est une protection. C'est la protection des femmes, des filles, des enfants. Mais on n'en parle pas. N'est-ce pas? Vous allez dans une concession où quelqu'un fait travailler des gens sans respecter les heures de travail, sans respecter le droit de travail. Ça, on en a vu, hein? Il n'y a pas d'heures supplémentaires qui sont payées. Il n'y a pas de congé. Ça, c'est une situation de servage. C'est interdit, n'est-ce pas? Lorsque le ministère public se retrouve dans une situation où vous enfermez les gens dans votre ferme, pour qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous ne les autorisez pas de rentrer chez eux. C'est un servage. C'est interdit. Des sanctions s'en suivent. Oui, le parquet s'intéresse à ce genre de choses. Mais négligé dans notre pays, hein, oui, bien sûr, des contrôles. Il faut que l'information tombe dans les oreilles du parquet. Et pourvu que les parquets soient disponibles. D'accord, je vous cite. L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique, de spectacles pornographiques ou des danses obscènes. On va arriver s'il vous plaît, mais je vais quelque chose que vous avez cité là, qu'on puisse l'aborder parce que c'est très important, bien que beaucoup ne comprennent pas dans notre pays, quand vous dites travail forcé des enfants. Ça c'est fort. Oui. Parce qu'on vit ça au quotidien. Oui, le travail forcé des enfants, oui, ça existe. Quand vous prenez les enfants, vous les amenez dans les mines. Ils travaillent pour vous. Vous les traitez comme des esclaves. Sans que ces enfants le veulent. Encore qu'il y a un âge où un enfant ne peut pas être signataire d'un contrat de travail. Il y a un âge.
n'est-ce pas? Je pense que c'est à partir de 15 ans où on peut avoir des jeunes gens qui peuvent solliciter d'offrir leurs services. Encore qu'à 15 ans, il faut l'autorisation de l'inspecteur du travail. On va parler de ça parce qu'il y a un domaine prévu pour le travail des mineurs sous contrat, tout ça. Mais par rapport au travail forcé, Oui. c'est-à-dire que l'État des yeux, Maître José, s'il vous plaît, Je vous en prie. l'État des yeux pour voir, parce que l'État a des services partout. On le voit ici. Il y a même des femmes, des oncles, des enfants qui prennent les neveux de leur mari pour les forcer, par exemple, à vendre l'eau. Tout ça. Si tu ne le fais pas, tu ne manges pas. C'est des choses comme ça. C'est Mais l'État a des services partout parce que l'État est partout. Mais il faut dénoncer. Il faut dénoncer. C'est la dénonciation qui met en mouvement les appareils de l'État. N'est-ce pas? Un ministère public, un inspecteur de parquet, un officier de police judiciaire, dans leur mission, ils ont pour tâche la recherche des infractions. Ils doivent rechercher les infractions et les punir, et au besoin déférer les auteurs de ces infractions devant les cours des tribunaux. S'ils ne le font pas, c'est une défaillance. Mais aussi, il faut savoir une chose. Oui, la justice a un coût. C'est ça le problème. La justice a un coût. Donc vous voulez dire clairement que la justice n'est pas pour les pauvres ou les démunis, hein? Non. Non, la justice a un coût. La justice a un coût. Ça veut dire quoi? Lorsque l'officier de police judiciaire se déplace difficilement, il va aller rechercher les infractions. D'abord, lui-même, son transport pose problème. Il n'y a pas de véhicule, à ce que je sache, mis à la disposition du parquet pour les inspecteurs. C'est la base sur celui qui s'est plaint. Préparez-moi mon transport. Vous comprenez? C'est malheureux, mais ça ne devrait pas être ça. Parce qu'une justice, pour être indépendante, a besoin de moyens. Elle doit être prise en charge par l'État. Elle doit être prise en charge par l'État, pas par les particuliers. Alors, fonçons maintenant dans ce dont vous parlez là, par rapport à la prostitution, tout ça. Voilà. Oui, ça, c'est les mineurs. Il ne faut jamais forcer les mineurs, prendre les mineurs, leur demander de faire des danses obscènes. Je pense que vous comprenez les danses obscènes. Ce sont des danses qui choquent la pudeur. C'est une infraction. C'est interdit. On protège les enfants contre ce genre de travail. Curieusement, on voit certains mineurs, garçons ou filles, exhiber ces danses-là à travers certains clips qui sont clairement regardés par les autorités, donc et par monsieur tout le monde à la télévision. Il y a des clips comme ça où il y a des mineurs qui exhibent des danses obscènes. Oui. Là encore, est-ce que ça demande de gros moyens ou bien c'est très visible, Maître José Moutipangela? Être visible, c'est vrai, mais il faut être pris en charge. Tous ces phénomènes doivent être pris en charge. C'est-à-dire qu'il faut celui qui a préparé ce genre de scénarios, celui qui les a produits, celui qui les a publiés, tout ça, toutes ces personnes doivent être intéressées, doivent être interpellées par le parquet. N'est-ce pas? Mais j'aurais souhaité que vous sachiez une chose. Allez-y. Il n'y a pas que des mineurs qui sont protégés. Ah bon? Les femmes sont protégées. Les femmes, en général? En matière de travail, même les femmes sont protégées. Wow. Regardez, on n'en parle pas. L'impression que ça donne, c'est que c'est plus lorsqu'il s'agit de mariage ou de relations intimes que cela intéresse. Non. Regardez. Le travail de nuit. Le travail de nuit. Les femmes, les enfants de moins de 18 ans, les femmes. Les enfants de moins de 18 ans. Donc les enfants en général, garçons et filles. Garçons. Et les personnes avec handicap ne peuvent pas travailler la nuit
dans les établissements industriels, publics ou privés. Le terme nuit, visé à l'alinéa précédent, signifie la période allant de 19h à 7h du matin. Les femmes sont protégées contre le travail de nuit ou dans les milieux industriels. Parce que vous trouverez des infirmières qui travaillent la nuit. Alors là, c'est compliqué. Ce n'est pas un milieu industriel. Ouais. N'est-ce pas? Vous voyez, il y a des secteurs. Ouais. Oui, la femme est protégée. Ce n'est pas parce qu'une femme travaille dans votre industrie que vous pouvez la proclamer de venir travailler la nuit. Mais il y a aussi certaines femmes qui travaillent dans des supermarchés jusqu'à 23 heures. Là, ce n'est pas grave aussi. Le travail de nuit, c'est un travail qui va de 19h à 7h du matin. Maintenant, celles qui travaillent de 19h à 23 heures. Dans les milieux industriels. Les supermarchés ne sont pas concernés. Les supermarchés ne sont pas concernés. Pourquoi? Parce que vous verrez que les filles qui viennent les après-midi commencent probablement leur travail 15h jusqu'à 23h. Ce n'est pas la catégorie de travail de nuit qui est réglementée ici. Je comprends. On comprend nous tous. N'est-ce pas? Je rappelle qu'on parle de la protection des filles mineures selon la loi. Donc, comment est-ce que la loi protège ces filles-là? Et nous versons dans cette diversité d'explications pour recadrer notre sujet en vue de la compréhension de tous. Voilà. Donc, les femmes sont protégées. Les filles sont protégées. Les enfants, les garçons sont protégés. Mais on n'en parle pas beaucoup parce que ça ne fait pas scandale. N'est-ce pas? J'ai voulu une autre disposition. Allez-y. La maternité ne peut constituer une source de discrimination en matière d'emploi. Ah bon? Soyez explicite, maître. Oui. Une femme enceinte, vous ne pouvez pas refuser d'engager une femme enceinte parce qu'elle est grosse. Ah bon? Qui vous amène, donc une femme qui s'amène avec un gros ventre là et qui cherche à être, par exemple, bureau, donc on appelle ça quoi? Donc opératrice de saisie dans votre bureau de secrétariat avec une grossesse de 6 à 8 mois, on doit l'engager alors qu'on a plus besoin de productivité. Oui, d'accord. La grossesse n'est pas un motif pour lui refuser l'engagement. N'est-ce pas? Maître José, s'il vous plaît. On est au Congo, hein, les gens apprécient à leur manière. Mais oui, mais d'accord. Vous pouvez apprécier à votre manière, mais s'il y a des preuves que vous avez refusé quelqu'un du travail alors que vous pouvez travailler, mérite d'être travaillé tout simplement parce que elle est grosse. Elle est enceinte, on peut vous assigner un dommage d'intérêt. Ah bon? Ah, mais bien sûr. C'est cela que vous exploitez là, s'il vous plaît, avant d'avancer. Oui. C'est cela que vous exploitez là. Oui. C'était caché ou quoi? Parce que. Mais c'est pas caché. C'est l'article 128. Oui, l'article 128. 128. Mais dans la vie pratique, on n'assigne pas quelqu'un en justice pour ça. Oui, mais c'est parce que les gens ne savent pas exercer leurs droits. Je comprends. C'est le bien fondé de l'émission que nous avons. Ouais. N'est-ce pas? Les droits. Mais écoutez encore. Allez-y. Il est interdit, en particulier, d'exiger d'une femme qui postule un emploi qu'elle se soumette à un test de grossesse. Ah bon? Ou qu'elle présente un certificat attestant ou non l'état de grossesse. C'est une protection de la femme. Ah bon? Bien sûr. Quand elle va commencer à vomir devant les gens, on ne peut pas la soumettre à un test de grossesse. Non, c'est interdit. Elle vomit, c'est un état normal de quelqu'un qui attend famille. Mais ce n'est pas un motif pour la licencier ou un motif pour le refuser du boulot. Donc, toutes ces protections sont prévues. C'est prévu, sauf que, c'est comme on dit, ces droits ne sont pas exercés par les femmes, par les citoyens, par ignorance. N'est-ce pas? Par ignorance. Vous organisez un concours de recrutement. Voilà.
Là, c'est intéressant encore. Il s'avère que la personne qui a le mieux réussi à ce concours, C'est un être féminin. c'est une femme qui attend famille. Wow. Dès qu'elle se présente à l'interview, vous l'écartez. Vous violez la loi. Vous violez la loi. Mais alors, lorsque une femme, c'est vrai, c'est une évidence qu'on ne peut pas interdire à une femme qui travaille de prendre une grossesse. Mais lorsqu'elle a déjà une grossesse, la loi lui reconnaît un certain nombre de privilèges. Des privilèges. Lesquels, Bien par sûr, exemple? suivez. Oui. À l'occasion de son accouchement, et sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de résiliation de contrat, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant 14 semaines consécutives, dont 8 semaines au maximum postérieures à la délivrance, c'est-à-dire après qu'elle ait accouché. Elle a 8 semaines de repos. Et avant d'accoucher, 6 semaines de repos. En tout cas, Et vous ne devez pas. Cette émission va aider beaucoup des femmes, beaucoup des parents. Je pense que vous parents, surtout des mamans, vous allez relayer d'une manière ou d'une autre cette connaissance pour que vos filles ne soient pas ignorantes de leurs droits. Parce que ce sont des choses que beaucoup ignorent, pourtant, c'est ce qu'on vit au quotidien. On voit des injustices pareilles être faites. Heureusement que Maître José Yombo-Chipanglé est là. Allez-y. Vous comprenez? Donc ne pensez pas qu'il n'y a que la protection des relations dans le mariage, hors mariage, n'est-ce pas? Les relations. Il n'y a pas que de protection des relations intimes. Oui, il n'y a pas que ça. C'est diversifié. Il y a plusieurs protections. Je vous lis encore. Allez-y. Pendant cette période, que l'enfant vive ou non, c'est-à-dire elle a accouché et l'enfant est décédé, la femme salariée a droit aux 2/3 de sa rémunération ainsi qu'au maintien des avantages contractuels en nature. Ah bon? N'est-ce pas? 2/3 de sa rémunération. Mais elle ne vient pas au boulot. Elle a même perdu son enfant. Wow. Vous devez continuer à verser son salaire à 2/3. Mais elle est chez elle, à la maison. Durant la même période, l'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail. Ah bon? S'il est fait, il est poursuivi par la loi. Bien sûr. C'est une résiliation abusive du fait de la période pendant laquelle vous avez rompu le contrat de travail. Mais il y a des employeurs qui vont dire qu'écoutez, j'ai besoin de quelqu'un pour la remplacer parce que mais vous ne résiliez pas. La machine doit tourner. Vous ne résiliez pas le contrat. Ah bon? Donc on peut remplacer mais sans résilier. Non, à la suite de la maternité. Vous ne pouvez pas dire non, c'est trop. D'ailleurs, l'enfant est décédé, il faut qu'après une semaine, elle reprenne le boulot. Mais non! Maître José, il y a aussi des femmes qui mettent au monde presque chaque année. Mais elles travaillent. Vous ne voyez pas que ça devient comme une sorte de handicap pour des employeurs qui ont besoin que la machine tourne donc d'une manière dynamique. Presque chaque année, allez, l'enfant vient. Presque chaque année, excusez-moi, les ventres poussent. Non, écoute, ce qui est vrai, c'est quoi? En tant qu'employeur plutôt, vous n'avez pas le droit d'interdire à une femme qui travaille de tomber en grossesse. Ça, c'est un abus de droit. Ça, c'est de 1. De 2, l'état de santé de la femme, à moins que ce soit une femme qui ne soit pas consciente de sa santé, cet état de santé ne peut pas lui permettre, n'est-ce pas, d'avoir un enfant chaque année, n'est-ce pas? Vous comprenez? Mais si elle tombe grosse et qu'elle devient incapable de travailler,
à la suite d'une maladie, vous comprendrez que là, il y a un autre problème qui s'ajoute. Il y a un cas de maladie. Lorsqu'il y a un cas de maladie, en ce moment-là, d'autres dispositions peuvent être prises. Mais si ce n'est que par rapport à la maternité, vous ne pouvez pas rompre. Vous ne pouvez pas rompre. Donc, il y a ce tas de protection, Ouais. tant de protection plutôt, qui sont prévus et dont bénéficient les femmes, les filles, les enfants, mais auxquels on ne fait pas allusion. Alors, peut-être nous allons revenir s'il faudrait, ça dépend aussi du temps qui nous reste. Alors, pouvons-nous comprendre que les mineurs, garçons et filles, peuvent aussi signer des contrats de travail selon certaines dispositions de la loi? Oui. Comment ça? À partir de 15 ans, À partir de 15 ans. oui, un enfant peut signer un contrat de travail. Mais la loi dit ceci. Allez-y. Il y a l'autorisation de l'inspecteur de travail qui est requise. N'est-ce pas? Mais à partir de 16 ans, un enfant peut travailler. Il peut travailler. C'est autorisé. Oui. Et c'est là par la permission des parents ou bien il va seul comme ça, Oui. sans l'autorisation des parents? L'autorisation n'est requise que pour les enfants de 15 ans et cette autorisation est donnée par l'inspecteur du travail. Et lorsque l'inspecteur du travail refuse de donner cette autorisation pour des motifs arbitraires, on fait intervenir un juge de paix qui peut autoriser. On peut saisir le juge de paix. Ah bon? Parce que vous pouvez trouver des parents dans les fins fonds du village là qui peuvent dépendre du travail de leurs enfants, de leurs enfants âgés de 15 ans. N'est-ce pas? Et à cet effet, quand on voit aussi, parce que ça c'est vraiment répandu, hein, au sens d'effet informationnel, des mineurs qui travaillent dans des mines là-bas, ça aussi c'est normal à partir de 15 ans. Oui, il faut Voir aussi le type de travail, hein? oui, Pas des travail quand même disproportionné, attention, disproportionné par rapport aux enfants. Oui, oui, on en tient compte. Et dans les mines, n'est-ce pas, les enfants peuvent y aller pour eux-mêmes aussi. Hein. Ah bon? Tout comme ils peuvent y aller pour rendre service aux propriétaires de la mine. Mais à 16 ans, ils ont droit à un salaire. Tout travail fourni doit être payé. N'est-ce pas? Mais en dessous de 14 ans, ce n'est pas autorisé. En dessous de 15 ans, ce n'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Donc, les mineurs peuvent travailler et signer un contrat de travail. Non, pas des exploitations là. On fait travailler un mineur sans lui faire signer un contrat de travail. Non, le contrat de travail peut être verbal. Verbal aussi. Oui. Et ça passe comme ça. Oui, c'est un contrat. Le code prévoit un contrat de travail verbal. L'écrit devient la preuve de ce qu'on s'est entendu. Ouais. N'est-ce pas? Mais sinon, les mineurs peuvent travailler régulièrement. Oui, et puis légalement aussi autorisé. Ah bon? Oui. Là, ça, c'est quelque chose, mais, en tout cas, me vient à l'esprit là. Il y a des mineurs qu'on met dans une famille, surtout des filles, pour aider des jeunes parents par la surveillance des enfants. À partir de 15 ans, ça se comprend. Hein? Non, attention. Il y a des enfants qui sont adoptés dans des familles. Ouais. C'est ma nièce. J'ai besoin d'elle. Mais elle est à la maison comme un enfant, pas comme un travailleur. Mais attention, si c'est un enfant que vous avez adopté, il a les droits que les autres enfants. Ah oui. Mais ça veut dire quoi? Les mêmes droits. Bien sûr, mais ça veut dire quoi? Vous devez scolariser cet enfant, n'est-ce pas? Vous devez vous occuper de cet enfant comme tes propres enfants.
Si vous faites le contraire, vous tombez dans le cas d'esclavage. Ah oui, dont vous avez parlé. Oui. Très bien, Ça, c'est interdit. vraiment. Mais un enfant qui est traité comme un enfant de la maison, comme tous les autres enfants, n'est-ce pas? Il n'a pas de droits particuliers à exiger. Il ne peut pas exiger un salaire. Vous n'allez pas scolariser votre neveu ou votre nièce. Elle est chez vous, il est chez vous, il dort chez vous, vous l'habillez, vous vous occupez de tous ses besoins. Et que cet enfant vous réclame le salaire à la fin du mois, ça n'a pas de sens. Il a plutôt les avantages normaux De tous les enfants. dévolus à tous les enfants. De tous les enfants. Là, c'est un enfant qui est en famille, qui est adopté. Est-ce que les enfants mineurs autorisés à travailler compromettent-ils leur avenir selon qu'ils n'étudieraient pas? Oui, mais oui et non. Hein? Oui et non. Oui. Comment expliquer? Pourquoi en principe, l'enseignement fondamental est obligatoire et gratuit. D'ailleurs, permettez-moi de lire l'article 43 Oui, de la Constitution oui, qui rend l'enseignement primaire gratuit et obligatoire. Gratuit et obligatoire. Alors, article 43, toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national. Alors, je fonce. L'enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés agréés. La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements. Les parents ont le droit de choisir les modes d'éducation à donner à leurs enfants. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Voilà, c'est pour vous lancer. Alors, mais pourquoi cette disposition est prévue? C'est pour assurer l'avenir aux enfants. Un minimum de bagages, même quand les parents sont démunis. Il se fait que, après l'école primaire, que généralement on termine à l'âge de 12 ans, il faut aborder le cycle supérieur, notamment les humanités. Si les parents n'ont pas de moyens, qu'est-ce que vous allez faire? Une équation. Certes, Ouais. tous les parents se démènent tant mieux que mal à scolariser leurs enfants. Mais un enfant non scolarisé jusqu'à un certain niveau, est-ce qu'il peut avoir un avenir assuré? Je ne pense pas. N'est-ce pas? C'est ainsi que ces enfants peuvent se retrouver dans le secteur de la production. N'est-ce pas? Oui. Ils peuvent se retrouver dans le En tout secteur. cas, c'est vraiment important. Je pense que vous suivez ça attentivement. Ça aide de façon que ces soucis qu'on est en train de vivre au quotidien dans nos foyers, dans nos milieux, qu'on puisse savoir comment en découdre de manière à ce que personne ne soit ignorante de ses droits. Oui. Un enfant de 16 ans se retrouve être un creuseur de diamants. Ça, c'est une réalité d'ailleurs. Et vendeur de pierres précieuses. Pour soutenir probablement les études de ses jeunes frères. Ou sa mère veuve. Ou sa mère. N'est-ce pas? Mais on ne peut pas interdire ça. Est-ce que... Ils sont en quelque sorte des cas de force majeure. Mais ils sont obligés. C'est pourquoi on ne peut pas refuser que ces enfants-là travaillent. Mais c'est vrai que il faut faire quelque chose pour que ces enfants vivent. On ne peut pas dire que non, c'est des mineurs, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas vendre. Mais vous proposez quoi? Parce que cet enfant est devant ses parents, sa mère,
qui est veuve, par exemple. Quelle est l'alternative? Il n'y a pas d'alternative. Vraiment. Donc, c'est de bons droits, c'est de bonnes législations que l'État autorise un enfant mineur qui peut déjà travailler, de fournir sa force de travail contre une rémunération. Vous savez, quand vous parlez de ça, qu'il n'y a pas d'alternative par rapport aux enfants, là je pense de 15 ans ou 16 ans, encore mineurs, pour des raisons socio-humanitaires, qui doivent travailler pour aider les parents ou la famille. Quelque chose me vient, mais là, je pense que c'est ce qu'on va évoquer dans la deuxième partie de l'émission par rapport à la protection des femmes, parce que dans cette première partie, on a plus parlé de la protection des filles mineures par la loi. Aussi, on a épinglé la protection des femmes enceintes ou des femmes qui attendent famille au niveau du travail par la loi, parce que vous avez pris du temps pour ça, donc on ne doit pas oublier ça. Mais tout prochainement, on va vraiment épingler ces soucis des filles mineures aussi, à l'âge de 16 ans, 17 ans, mais pour aider la famille. Est-ce que ces filles-là sont obligées aussi d'aller dans des mariages? Maître José va nous éclairer. Maître José, nous tendons vers la fin de cette émission. On a parlé de la protection des filles mineures par la loi, mais par... Des femmes en général. Oui, j'ai vu des filles mineures parce qu'on a martelé là, oui. Et aussi des femmes enceintes, dans les domaines professionnels. Alors, si vous pouvez conclure, qu'est-ce qu'on n'a pas dit qui pourrait être dit, ou qu'est-ce qu'on a dit qui pourrait être martelé? Oui, je pense qu'il y a lieu de faire comprendre que le rôle d'une loi, oui, c'est de protéger la société. La protection des femmes, la protection des enfants, la protection des filles, la protection des garçons n'est qu'un aspect probablement occulté, mais de manière générale, tout le monde est protégé par la loi. Mais de manière particulière, la femme a plus besoin de cette protection contre les injustices qui datent de très longues périodes. Et c'est ainsi que vous voyez, le législateur a tendance à épingler des situations particulières comme la grossesse, comme la maternité, pour cadrer les choses. Parce que il y a des cas spécifiques dedans. Oui, l'employeur a plus tendance à avoir la productivité et la production de son entreprise, et au regard de cet intérêt capitaliste, il peut bafouer les droits de la femme. C'est ainsi qu'il était devenu nécessaire que dans plusieurs secteurs de la vie, la femme soit protégée. Mais par rapport à ce qui a défrayé la chronique, je pense que c'est un domaine qui regorge plusieurs aspects. Je pense que si vous avez le temps, nous pourrions aborder cet aspect des choses, la protection de la femme par rapport au mariage, par rapport aux relations intimes. Tout ça, c'est tout un chapitre. C'est tout un chapitre qu'on peut développer probablement la prochaine fois. Merci beaucoup, Maître José Yobo Tipangila de l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion, pour cet éclairage qui nous aide beaucoup. Écoutez, c'est vraiment de la matière. Hein? Donc, on a toujours, d'une manière ou d'une autre, dans les numéros de cette émission, magazine, Justice et Promotion. L'ASBEL, c'est les Salomon Justice et Promotion. L'émission, c'est Justice et Promotion. Nous avons toujours, d'une manière ou d'une autre, glané quelque chose de nouveau. Et moi-même, quand je regarde, par exemple, des rediffusions de cette émission à la maison, je dis, ah bon, on a épinglé ça, ça nous aide, nous tous. Restez scotchés pour votre magazine Justice et Promotion dans la partie 2 de ces grands thèmes, la protection des femmes par la loi,
on va découvrir cette fois-là avec précision concernant la protection des femmes contre les violences sexuelles. Là, c'est vraiment très sensible. À la prochaine opportunité. À très vite. Merci.